Il est 13h15 à l'université de la Sorbonne. Les couloirs résonnent du bruit familier des étudiants qui se pressent vers la cafétéria, leurs conversations animées créant une symphonie joyeuse de jeunesse et d'insouciance. Les talons claquent sur le marbre poli, les sacs à dos se cognent contre les murs ornés de portraits d'intellectuels célèbres et l'odeur du café chaud se mélange à celle des livres anciens. Au milieu de cette effervescence quotidienne, Marc Dubois, 35 ans, observe la scène depuis son poste de concierge, près de l'entrée principale. Ses mains calleuses tiennent fermement un balai, mais ses yeux perçants scrutent chaque visage qui passe devant lui. Marc n'est pas un homme de beaucoup de mots. Son uniforme bleu marine impeccable et ses cheveux grisonnants aux tempes trahissent une discipline acquise au fil des années. Il y a quelque chose de rassurant dans sa présence silencieuse, comme un phare discret dans l'océan tumultueux de la vie universitaire. Mais aujourd'hui, quelque chose attire son attention. Dans le coin le plus reculé du hall d'entrée, près de la grande verrière qui laisse filtrer la lumière dorée de l'après-midi parisien, une jeune fille est assise seule sur un banc de pierre. Elle ne peut pas avoir plus de 20 ans. Ses longs cheveux châtains tombent comme un rideau devant son visage, mais Marc peut voir ses épaules, qui tremblent légèrement. Elle porte un manteau beige trop grand pour elle, probablement acheté dans une friperie, et ses chaussures usées révèlent des kilomètres de marche sur les pavés de Paris. Ce qui frappe Marc, c'est son immobilité au milieu de toute cette agitation. Pendant que des centaines d'étudiants passent devant elle, riant et parlant de leurs projets de week-end, elle reste là, les mains croisées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. De temps en temps, elle jette un coup d'œil furtif vers la cafétéria, puis baisse rapidement les yeux, comme si elle avait honte de son propre désir. Marc reconnaît immédiatement les signes. L'estomac qui gronde discrètement. Les lèvres sèches, cette façon particulière de se tenir droite malgré la fatigue qui pèse sur les épaules. Il a connu cette faim-là, cette solitude-là, il y a bien longtemps. Ses propres souvenirs d'enfance remontent à la surface. Lui aussi avait été cet enfant qui regardait les autres manger depuis l'extérieur des vitrines. Lui aussi avait connu cette fierté douloureuse qui empêche de demander de l'aide. Sans un mot, Marc pose son balai contre le mur. De sa poche intérieure, il sort un petit sac en papier Kraft soigneusement plié. À l'intérieur, il y a son déjeuner. Un sandwich au jambon que sa femme Colette lui a préparé ce matin avec amour, une pomme rouge brillante et une petite bouteille d'eau. Rien d'extraordinaire, juste un repas simple mais nourrissant. Il s'approche de la jeune fille d'un pas lent et mesuré, prenant soin de ne pas la startler. Elle lève les yeux vers lui, et Marc est frappé par la beauté mélancolique de son regard. Ses yeux verts ont cette profondeur particulière de ceux qui ont vécu plus que leur âge ne le laisserait supposer. Il y a de l'intelligence dans ce regard, de la culture, mais aussi une vulnérabilité qui serre le cœur. « Excusez-moi, mademoiselle », dit Marc d'une voix douce, en français teinté d'un léger accent du Sud. « J'ai préparé un peu trop de nourriture aujourd'hui. Cela vous dérangerait-il de m'aider à ne pas la gaspiller ?» La jeune fille le regarde avec surprise, puis ses joues se colorent d'une rougeur délicate. Elle veut protester. Marc le voit dans ses yeux, mais son estomac choisit ce moment précis pour émettre un grondement audible. Elle pose une main instinctive sur son ventre, gênée. « Je ne peux pas accepter », murmure-t-elle dans un français parfait, mais avec un accent qu'il n'arrive pas à identifier. « Vous êtes trop gentil, mais... » « Il n'y a pas de « mais », l'interrompt Marc gentiment. « Ma femme dit toujours que la nourriture partagée a meilleur goût, et entre nous, j'ai promis à mon médecin de manger moins. » Il sourit, et ce sourire transforme complètement son visage austère. La jeune fille hésite encore quelques secondes, puis tend lentement la main pour accepter le sac. Leurs doigts se frôlent brièvement, et Marc sent qu'elle tremble encore. « Merci », dit-elle si bas que le mot est presque inaudible. Vous ne me connaissez même pas. » « Et alors, répond Marc en haussant les épaules, la faim n'a pas besoin de présentation. » Il s'apprête à repartir quand elle l'appelle doucement. « Monsieur ?» Il se retourne. « Comment vous appelez-vous ?»« Marc. Marc Dubois. »
Et vous? Elle hésite, et dans cette hésitation, Marc perçoit quelque chose d'étrange. « Emma », dit-elle finalement. « Emma. Martin. » Le nom semble flotter dans l'air comme un mensonge mal assumé, mais Marc ne dit rien. Il hoche simplement la tête et retourne à son poste, laissant la jeune fille déballer son repas avec des gestes précautionneux, comme si elle manipulait un trésor. De loin, il l'observe manger. Elle mâche lentement, savourant chaque bouchée, et Marc voit des larmes silencieuses couler sur ses joues. Elle regarde autour d'elle plusieurs fois, nerveusement, comme si elle craignait d'être vue ou reconnue. Cette anxiété constante intrigue Marc. Pourquoi une étudiante aurait-elle peur d'être vue en train de manger? Au-dessus d'eux, dans l'angle mort de l'entrée principale, une caméra de sécurité filme silencieusement la scène. Son objectif capture chaque détail. Le geste généreux de Marc, l'hésitation d'Emma, leurs échanges discrets. Dans la salle de surveillance, Pierre Moreau, un autre concierge plus jeune et plus curieux que Marc, observe les écrans avec attention. Il connaît Marc depuis des années, et jamais il ne l'a vu faire cela pour un étudiant. « Intéressant », marmonne Pierre en zoomant sur le visage de la jeune fille. Il y a quelque chose de familier dans ses traits, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pendant ce temps, Emma termine son repas en silence. Elle plie soigneusement le papier craft et le glisse dans son sac, comme si elle voulait garder une trace de ce moment de grâce inattendu. Puis elle se lève, lisse son manteau et se dirige vers Marc qui nettoie maintenant les vitres de l'entrée. « Monsieur Dubois », dit-elle en s'approchant. Marc se retourne et elle lui tend un petit bout de papier. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais je vous promets de vous rembourser un jour. » Marc regarde le papier. C'est un billet de 5 €, froissé et manifestement précieux pour elle. Il le refuse d'un geste de la main. « Gardez votre argent, Emma. Utilisez-le pour vos études ou pour un autre repas. Ce sandwich était un cadeau, pas un prêt. » Les yeux d'Emma se remplissent à nouveau de larmes. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne savez rien de moi. » Marc s'arrête de nettoyer et la regarde droit dans les yeux. « Parce que nous avons tous besoin d'aide parfois, et parce que quand j'avais votre âge, quelqu'un a fait la même chose pour moi. C'est comme ça que ça marche, mademoiselle. La gentillesse, ça se transmet. » Emma hoche la tête, incapable de parler. Elle serre le billet dans sa main, fait demi-tour et se dirige vers la sortie d'un pas rapide. Mais avant de franchir la porte, elle se retourne une dernière fois. Marc est retourné à son travail, sifflotant doucement une chanson de Brel. Une fois dehors, Emma s'appuie contre le mur de pierre de l'université et respire profondément. Paris s'étend devant elle, avec ses boulevards animés et ses cafés pleins de vie, mais elle se sent plus seule que jamais. Elle sort un téléphone portable de son sac, un modèle récent et coûteux qui contraste étrangement avec ses vêtements modestes. L'écran affiche 23 appels manqués et une douzaine de messages non lus. Elle éteint l'appareil d'un geste brusque. Dans sa poche, le billet de 5 € lui brûle les doigts. Si Marc savait qui elle était vraiment, aurait-il été aussi généreux? S'il savait que son vrai nom n'est pas Emma Martin, mais Emma Dubois, non, pas Dubois, c'est le nom du concierge maintenant dans sa tête troublée. S'il savait qu'elle est en réalité Emma Delacroix, la fille du ministre de l'Éducation nationale, que penserait-il? Elle repense au geste simple de Marc, à sa bonté naturelle, à la façon dont il l'a traitée comme un être humain et non comme un titre ou une fonction. Depuis combien de temps personne ne l'avait-elle regardée ainsi? Depuis combien de temps personne ne lui avait-il parlé sans arrière-pensée politique ou sociale? Le vent parisien fait voler ses cheveux, et Emma ferme les yeux. Demain, elle reviendra. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle reviendra. Peut-être parce que pour la première fois depuis des mois, elle a eu l'impression d'être vue pour ce qu'elle est vraiment, une jeune femme fatiguée et affamée, rien de plus, rien de moins. De l'autre côté de la ville, dans les bureaux feutrés du ministère de l'Éducation, François Delacroix regarde par la fenêtre les toits de Paris. Son téléphone sonne pour la 10e fois de la journée. C'est encore le chef de la sécurité. « Monsieur le ministre, nous n'avons toujours aucune trace de votre fille.
Elle a disparu depuis 48 heures maintenant. François serre les dents. Si la presse apprend qu'Emma a fugué, si elle découvre les raisons de sa disparition, sa carrière politique sera terminée. Mais pour l'instant, personne ne sait qu'à quelques kilomètres de là, sa fille vient de recevoir le premier geste de bonté sincère depuis des mois, de la part d'un simple concierge qui ignore tout de l'identité de celle qu'il vient d'aider. Et dans les couloirs de la Sorbonne, Marc Dubois continue son travail, ignorant qu'il vient de changer le cours de plusieurs vies avec un simple sandwich au jambon. 3 jours passent. Marc Dubois a presque oublié sa rencontre avec la mystérieuse Emma quand elle réapparaît dans le hall de l'université. C'est un vendredi matin, et la bruine parisienne transforme les fenêtres en toiles d'araignée scintillantes. Elle entre discrètement par l'entrée latérale, scrutant les alentours, avec cette même nervosité qu'il avait remarquée la première fois. Le lendemain matin, Marc arrive à l'université avec une étrange appréhension. Les journalistes ont campé toute la nuit devant l'entrée principale, leurs caméras pointées comme des canons vers chaque silhouette qui passe. Les gros titres des journaux, étalés chez le marchand du coin, résonnent encore dans sa tête. La fille du ministre en fuite, mariage du siècle compromis, Emma Delacroix introuvable. Il pousse la porte de service, évitant la meute médiatique, et découvre le hall inhabituellement silencieux. Même les étudiants semblent marcher sur la pointe des pieds, conscients d'être au cœur d'un drame national. Marc scrute instinctivement le banc près de la verrière, mais Emma n'y est pas. « Marc !» Pierre Moreau se précipite vers lui, le visage grave. « Il faut que tu vois ça. Les services de sécurité sont arrivés à 6 heures du matin. Ils ont fouillé toute l'université. Ils cherchent des indices sur l'endroit où pourrait se cacher Emma Delacroix. » Le cœur de Marc se serre. « Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? » « Rien pour l'instant, mais ils vont sûrement t'interroger. Ils savent que tu lui as parlé hier. » Marc hoche la tête, essayant de paraître calme. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissante le ronge. Où est Emma ? Est-elle en sécurité ? A-t-elle finalement cédé aux pressions de son père ? La réponse arrive 1 heure plus tard, sous la forme de 2 hommes en costume noir qui se présentent comme agents de la sécurité intérieure. Ils questionnent Marc avec une politesse professionnelle qui ne cache pas leur détermination. « Monsieur Dubois, vous avez été en contact avec mademoiselle Delacroix. Nous aimerions savoir si elle vous a dit où elle comptait se rendre. »« Non, » répond Marc honnêtement. « Elle m'a juste dit qu'elle avait des problèmes familiaux. »« Vous n'avez pas trouvé étrange qu'une fille de ministre traîne seule dans une université ?» Marc les regarde droit dans les yeux. « J'ai trouvé étrange qu'une jeune femme ait faim et soit triste. Le reste, ça ne me regardait pas. » L'un des agents note quelque chose dans un carnet. « Monsieur Dubois, vous comprenez que mademoiselle Delacroix peut être en danger ? Sa disparition inquiète beaucoup de monde. »« Le danger ne vient peut-être pas d'où vous le pensez, » murmure Marc, pensant au mariage forcé. Les agents échangent un regard. « Que voulez-vous dire par là ?» Marc réalise qu'il en a trop dit. « Rien. Je dis juste qu'une jeune femme de 20 ans devrait avoir le droit de choisir sa propre vie. » Après leur départ, Marc retourne à son travail. Mais son esprit reste préoccupé. L'après-midi passe lentement, ponctué par les allées et venues des journalistes qui harcèlent les étudiants et les employés. Vers 17 heures, alors que Marc nettoie les vitres de l'entrée, il remarque une silhouette familière qu'il observe depuis l'autre côté de la rue, Emma. Elle porte un foulard et des lunettes de soleil, mais il la reconnaît immédiatement. Elle fait un petit geste de la main, puis disparaît dans la foule. Marc termine précipitamment son travail et sort par la porte de service. Il la retrouve dans un petit café discret à 3 rues de l'université. Elle l'attend dans le fond de la salle, le visage tiré par la fatigue et l'anxiété. Quand elle le voit, ses épaules s'affaissent de soulagement. « Marc, merci d'être venu. » Il s'assoit en face d'elle, remarquant ses mains qui tremblent légèrement. « Emma, où étiez-vous ? Tout le monde vous cherche. » « J'ai dormi dans un hôtel miteux près de la gare, avec un faux nom. » Elle rit amèrement. « Ironique, non ?
la fille du ministre qui se cache comme une criminelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Emma sort une enveloppe de son sac et la pose sur la table. D'abord, je voulais vous donner ceci. C'est une lettre que j'ai écrite pour vous remercier. Au cas où je n'aurai pas l'occasion de vous le dire en personne. Marc prend l'enveloppe, sentant le poids du papier épais entre ses doigts. Emma, qu'est-ce que vous avez décidé? Les yeux de la jeune femme se remplissent de larmes. Je vais accepter le mariage. Quoi? Marc ne peut cacher sa stupéfaction. Mais hier, vous disiez... Hier, je croyais encore que j'avais le choix. Elle montre les journaux étalés sur une table voisine. Regardez ça. Crise politique majeure. Le gouvernement ébranlé par un caprice de jeune fille riche. Si j'annule ce mariage maintenant, papa perdra son poste. Son parti s'effondrera. Des milliers de gens qui croient en ces réformes seront trahis. Et vous? Qu'est-ce qui arrive à vos rêves, à votre bonheur? Emma essuie ses larmes d'un geste rageur. Mes rêves ne valent pas la destruction de tant de vies. Je suis égoïste de penser le contraire. Marc la regarde avec une tristesse infinie. Cette jeune femme courageuse et intelligente va sacrifier sa vie entière sur l'autel des convenances sociales et des ambitions politiques. Emma, écoutez-moi bien. Votre père a fait ses propres choix quand il a décidé de devenir ministre. Il savait les risques. Vous n'êtes pas responsable de ses ambitions. Mais je suis sa fille, je porte son nom. Vous êtes d'abord vous-même. Emma, la femme qui aime lire et écrire, qui rêve de devenir journaliste, qui mange un sandwich avec reconnaissance parce que quelqu'un lui a montré de la gentillesse. Cette Emma-là mérite d'être heureuse. Emma le regarde longuement, et Marc voit qu'elle lutte contre elle-même. Et si vous vous trompez? Et si mon bonheur personnel causait vraiment du mal à tant de gens? Et si c'était exactement le contraire? Et si votre courage donnait de l'espoir à toutes les jeunes femmes qui se trouvent dans la même situation que vous? Cette idée semble la troubler profondément. Je n'avais pas pensé à ça. Emma, vous voulez devenir journaliste, raconter des histoires qui comptent. Eh bien, votre propre histoire compte. Elle peut inspirer, elle peut changer les choses. Il reste silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis Emma relève la tête avec une détermination nouvelle. « Marc, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que je peux emprunter votre téléphone ?» Marc lui tend son portable, intrigué. Emma compose un numéro qu'elle connaît manifestement par cœur. « Papa? C'est moi? Oui, je vais bien. » « Non, écoute-moi d'abord. Je veux qu'on se voie. Tous les deux. Sans les gardes du corps, sans les conseillers, juste toi et moi. Très bien, dans 1 heure au parc Monceau. » Elle raccroche et rend le téléphone à Marc. « Je vais lui dire la vérité, toute la vérité, sur ce que je ressens, sur ce que je veux vraiment, sur ce que ce mariage me ferait. Et s'il refuse de vous écouter? Alors au moins j'aurai essayé. » Elle se lève, puis se penche pour embrasser Marc sur la joue. « Merci, Marc, pour tout. Vous m'avez rendu ma dignité quand je l'avais perdue. » Marc la regarde partir, le cœur serré d'inquiétude et d'espoir mélangés. Il ouvre l'enveloppe qu'elle lui a laissée et lit sa lettre manuscrite. « Cher Marc, quand vous m'avez tendu ce sandwich, vous ne saviez pas que vous me rendiez bien plus que de la nourriture. Vous me rendiez mon humanité. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me voyait comme une personne et non comme un symbole ou un objet politique. Vous m'avez traité avec la même gentillesse que vous auriez eue pour n'importe qui d'autre, sans connaître mon nom ni ma fortune. Cette leçon d'humanité vaut tous les discours sur l'égalité et la fraternité. Si les choses tournent mal, sachez que ces quelques jours où j'ai pu être simplement Emma, grâce à vous, ont été les plus précieux de ma vie. Merci d'avoir été humain quand j'en avais le plus besoin. Emma. » Marc plie soigneusement la lettre et la glisse dans sa poche de chemise près de son cœur. 2 heures plus tard, toutes les chaînes de télévision interrompent leur programme. Emma Delacroix, accompagnée de son père le ministre, se tient devant un parterre de journalistes dans les jardins de Matignon. Elle porte une robe simple mais élégante,
et ses cheveux flottent librement sur ses épaules. Mais surtout, elle a dans le regard cette détermination nouvelle que Marc lui a vue dans le café. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix claire et ferme, je m'appelle Emma Delacroix. Je voudrais vous parler de liberté, de choix, et de ce que signifie vraiment être une femme dans notre société. » Marc, qui regarde la télévision dans le bureau des concierges, sent son cœur battre la chamade. Ces derniers jours, j'ai fait quelque chose que beaucoup considéreront comme un caprice. J'ai refusé un mariage arrangé. Mais ce n'était pas un caprice, c'était un acte de survie. Parce qu'on ne peut pas construire une vie heureuse sur le sacrifice de ses rêves et de son identité. Dans l'assistance, les journalistes sont suspendus à ses lèvres. François Delacroix, debout à côté de sa fille, a les traits tirés mais ne l'interrompt pas. J'ai eu la chance, pendant cette période difficile, de rencontrer des personnes extraordinaires, des gens simples qui m'ont rappelé que la vraie noblesse ne vient pas du rang social, mais de la capacité à tendre la main à celui qui en a besoin. Marc sent les larmes lui monter aux yeux. Mon père et moi avons eu une conversation longue et difficile. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous respectons nos différences. Le mariage n'aura pas lieu. Non pas parce que je fuis mes responsabilités, mais parce que ma première responsabilité est envers moi-même et envers la femme que je veux devenir. L'assemblée de journalistes explose en questions, mais Emma lève la main pour demander le silence. Je vais reprendre mes études, je vais devenir journaliste, comme je l'ai toujours voulu. Et j'espère qu'un jour, je pourrai raconter des histoires aussi importantes que celles que je vis aujourd'hui. Elle marque une pause, puis ajoute avec un sourire. Et j'aimerais remercier publiquement toutes les personnes anonymes qui m'ont aidé ces derniers jours, particulièrement un concierge de la Sorbonne qui m'a rappelé que la gentillesse ne connaît pas de frontières sociales. Dans son bureau, Marc se cache le visage dans les mains, bouleversé. François Delacroix prend alors la parole. « Je ne vais pas vous mentir, cette décision de ma fille me pose des défis politiques considérables. Mais elle m'a aussi rappelé pourquoi j'étais entré en politique, pour défendre la liberté de chacun de choisir sa propre vie. Si je ne peux pas appliquer cette valeur à ma propre famille, comment pourrais-je la défendre pour les autres ?» 3 jours plus tard, Marc balaie tranquillement le hall de l'université quand il voit une silhouette familière pousser la porte d'entrée. Emma, vêtue d'un jean et d'un pull simple, un sac d'étudiante sur l'épaule, avance vers lui avec un sourire radieux. « Bonjour Marc », dit-elle simplement. « Bonjour Emma, vous allez bien ?» « Pour la première fois depuis longtemps, oui. Je vais vraiment bien. » Elle sort de son sac une petite boîte emballée dans du papier doré. « C'est pour vous remercier. C'est un sandwich au jambon. Je l'ai fait moi-même. » Marc éclate de rire. « Vous savez cuisiner ? J'apprends. Il y a beaucoup de choses que j'apprends maintenant que je vis ma vraie vie. » Elle hésite un instant, puis ajoute « Marc, est-ce que je peux vous poser une question ? Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ? Pourquoi avez-vous pris ce risque ?» Marc réfléchit un moment, puis sourit. « Parce que tout le monde mérite qu'on croie en lui. Et parce que parfois, un simple geste peut changer une vie entière. »« Vous avez changé la mienne, » dit Emma en l'embrassant sur la joue. « Et maintenant, j'espère changer celle d'autres personnes. » Elle lui montre sa carte d'étudiante toute neuve. « Je commence mes études de journalisme la semaine prochaine. Première étape vers ma nouvelle vie. » Marc regarde cette jeune femme rayonnante et pense à la fille affamée et désespérée qu'il a rencontrée il y a 1 semaine. « Emma, vous savez quoi ? Je crois que vous allez faire une journaliste extraordinaire. » « J'espère. Et j'espère aussi raconter un jour l'histoire d'un concierge qui a sauvé une princesse. Même si cette princesse a découvert qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée, juste d'être vue. » Alors qu'Emma se dirige vers son premier cours, Marc retourne à son travail avec le sourire. Dans sa poche, la lettre qu'elle lui a écrite lui rappelle que parfois, les gestes les plus simples sont aussi les plus puissants. Ce sandwich partagé n'était qu'un repas. Mais pour Emma, c'était le premier pas vers sa liberté. Et pour Marc, c'était la confirmation que la gentillesse, transmise de génération en génération, peut véritablement changer le monde, une personne à la fois. 6 mois plus tard,
François Delacroix démissionne de son poste de ministre pour se consacrer à l'écriture de ses mémoires. Dans son livre, il consacre un chapitre entier à la leçon d'un concierge, expliquant comment un simple employé d'université lui a rappelé les vraies valeurs de la République française. Et Emma Delacroix devient rapidement l'une des journalistes les plus prometteuses de sa génération, spécialisée dans les histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Son premier grand reportage s'intitule « Quand la gentillesse change tout », ces héros du quotidien qui nous rappellent notre humanité. Dans ce reportage, elle raconte l'histoire d'un concierge de la Sorbonne qui, sans le savoir, a sauvé bien plus qu'une jeune fille affamée. Il a sauvé l'idée même que chaque être humain mérite respect et dignité, quel que soit son nom de famille. L'histoire se termine comme elle a commencé, par un geste simple, humain et révolutionnaire dans sa banalité même. Parce que c'est dans ces moments-là que se révèle la véritable grandeur de l'âme humaine. Cette fois, elle porte une robe noire simple et des ballerines usées, mais Marc remarque immédiatement quelque chose de différent. Ses cheveux sont attachés en un chignon strict qui révèle la finesse aristocratique de ses traits. Malgré ses vêtements modestes, il y a dans sa posture une élégance naturelle, cette façon particulière de tenir la tête haute que seules possèdent les personnes habituées au regard. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle en s'approchant de lui. Sa voix tremble légèrement, comme si chaque mot demandait un effort. Marc pose son seau d'eau savonneuse et lui sourit. « Bonjour, Emma. Comment allez-vous ? J'espérais vous revoir. Je voulais vous dire merci encore. Ce que vous avez fait... » Elle s'interrompt, cherchant ses mots. Personne ne m'avait traité avec autant de gentillesse depuis très longtemps. Il y a quelque chose de poignant dans cette confession, une tristesse qui dépasse largement les problèmes d'argent ou de nourriture. Marc l'observe attentivement. Les cernes sous ses yeux se sont creusées, mais il y a aussi une détermination nouvelle dans son regard. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Emma. Dites-moi plutôt, est-ce que vous mangez à votre faim maintenant ? Elle baisse les yeux. Pas toujours, mais je me débrouille. Marc sent son cœur se serrer. Cette phrase, il se souvient l'avoir prononcée lui-même, il y a 30 ans, quand il n'était qu'un gamin des rues de Marseille. Ses propres souvenirs affluent avec une netteté douloureuse. Lui aussi avait fugué à 17 ans, fuyant un beau-père violent et une mère trop faible pour le protéger. Il avait erré dans les rues, dormant dans les parcs, fouillant les poubelles des restaurants pour survivre. Un jour, un vieux monsieur près du vieux port l'avait trouvé évanoui de faim sur un banc. Monsieur Castellane, un ancien docker, reconverti en gardien de nuit. Il l'avait emmené chez lui, l'avait nourri, et surtout, il ne lui avait jamais posé de questions indiscrètes. « Quand tu seras prêt à parler, tu parleras », lui avait-il dit. « En attendant, mange et reprends des forces. » C'est monsieur Castellane qui l'avait aidé à décrocher son premier emploi, qui lui avait appris que la dignité ne dépend pas de l'argent qu'on possède, mais de la façon dont on traite les autres. Et quand le vieil homme était mort, 10 ans plus tard, Marc s'était juré de transmettre cette leçon à son tour. « Emma, » dit-il doucement, « si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire, pas seulement pour la nourriture, pour n'importe quoi. » Les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes qu'elle tente de retenir. « Vous ne comprenez pas. Ma situation est compliquée. » « Toutes les situations sont compliquées quand on a 20 ans, » répond Marc avec un sourire triste. « Mais rien n'est insurmontable. » Emma le regarde longuement, comme si elle évaluait sa sincérité. Puis, elle hoche la tête et s'assoit sur le même banc que 3 jours plus tôt. Marc hésite un instant, puis décide de faire une pause dans son travail. Il s'installe à côté d'elle, respectant une distance polie. « Vous étudiez quoi ici ?» demande-t-il pour briser le silence. En fait, je ne suis pas vraiment étudiante, avoue-t-elle après un moment. J'aime juste venir ici. C'est calme, et personne ne me connaît. » Cette confession intrigue Marc. Pourquoi une jeune femme ressentirait-elle le besoin de se cacher dans une université ? Vous fuyez quelque chose.
Emma tressaille. En quelque sorte, oui, ma famille. Ils attendent certaines choses de moi, des choses que je ne peux pas faire. Un mariage arrangé? Demande Marc, se souvenant des histoires que lui racontait sa grand-mère sur les familles bourgeoises du Sud. Le silence d'Emma est éloquent. Elle fixe ses mains posées sur ses genoux et Marc voit qu'elle porte encore la marque pâle d'une bague à l'annulaire, récemment retirée. « C'est un homme bien ?» insiste-t-il gentiment. « Ce n'est pas la question, » murmure Emma. « Il est convenable, riche, influent, tout ce qu'une fille de bonne famille devrait désirer. Mais pas ce que vous désirez, vous. » Emma relève la tête et le regarde avec surprise, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question. Non, pas du tout. Il reste silencieux quelques minutes, écoutant le brouhaha des étudiants qui passent. Marc réfléchit. Il y a quelque chose dans la façon dont Emma s'exprime, dans son vocabulaire choisi, dans cette élégance naturelle, malgré ses vêtements simples, qui lui indique qu'elle n'appartient pas au même monde que lui. Mais cela ne change rien à son désir de l'aider. « Vous savez, dit-il finalement, quand j'avais votre âge, j'ai fait quelque chose de similaire. J'ai quitté ma famille, ma ville natale. Je pensais que c'était la fin du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai survécu. J'ai appris que parfois, il faut du courage pour décevoir les gens qu'on aime afin de rester fidèle à soi-même. » Emma absorbe ces paroles comme un baume sur une blessure. « Mais si votre décision blessait d'autres personnes, si elle avait des conséquences plus larges, quelles conséquences pourraient être plus importantes que votre propre bonheur ?» répond Marc simplement. Avant qu'Emma puisse répondre, la porte principale de l'université s'ouvre avec fracas. Un homme en costume gris anthracite entre précipitamment, suivi de deux autres hommes qui ont manifestement l'habitude de passer inaperçus. L'homme en costume a la cinquantaine, des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, et cette autorité naturelle qui caractérise ceux qui ont l'habitude de donner des ordres. Emma se raidit immédiatement. « Oh non !» murmure-t-elle. Et Marc voit la panique envahir son regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchote-t-il. « Je dois partir, maintenant. » Elle se lève précipitamment, mais l'homme en costume l'a déjà repérée. Ses yeux balayent le hall avec méthode, et quand il se pose sur Emma, son visage trahit un mélange de soulagement et de colère. « Emma !» crie-t-il en traversant le hall à grands pas. La jeune fille se fige comme un animal pris au piège. Marc se lève instinctivement, se plaçant légèrement devant elle dans un geste protecteur qui l'étonne lui-même. L'homme s'arrête devant eux, et Marc peut voir qu'il fait des efforts considérables pour contrôler sa voix. « Emma, tu vas rentrer à la maison, immédiatement. »« Je ne suis pas prête, papa, » répond-elle d'une voix à peine audible. « Papa », le mot résonne dans l'esprit de Marc comme un gong. Il regarde l'homme plus attentivement, le costume sur mesure, la montre en or, l'assurance tranquille de celui qui a l'habitude d'être obéi. Et surtout, ces deux hommes, en retrait, qui observent la scène avec l'attention professionnelle de garde du corps. « Qui est cet homme ?» demande l'homme en désignant Marc d'un geste méprisant. « C'est un ami !» bégaye Emma. « Un ami ?» L'homme toise Marc de la tête aux pieds, prenant note de l'uniforme de concierge, des mains calleuses, de l'accent du midi. Son mépris est palpable. « Emma, nous avons déjà discuté de tes fréquentations. » Marc sent la colère monter en lui, mais il reste calme. « Je suis Marc Dubois, concierge de cette université. »« Et vous êtes ?» L'homme hésite une fraction de seconde, puis décide visiblement qu'il n'a rien à cacher d'un simple employé. « François Delacroix. » Le nom frappe Marc comme une gifle. François Delacroix, le ministre de l'Éducation nationale. Son visage lui revient maintenant. Les journaux télévisés, les débats politiques que sa femme Colette regarde religieusement chaque soir. Ce qui signifie qu'Emma... « Emma Delacroix, » murmure-t-il, comprenant enfin pourquoi ce visage lui semblait vaguement familier. La fille du ministre, celle dont la presse évoque parfois les fiançailles avec le fils d'un magnate de l'industrie. Emma ferme les yeux, comme si entendre son vrai nom la faisait souffrir physiquement.
Je voulais vous le dire, chuchote-t-elle, mais j'avais peur que vous me regardiez différemment. Le ministre François Delacroix observe cet échange avec un agacement croissant. Emma, nous partons. Maintenant. Le mariage a lieu dans 15 jours et tu as déjà causé assez de problèmes. 15 jours? Marc voit Emma pâlir dangereusement. Papa, tu avais dit qu'on pourrait en reparler. Il n'y a rien à rediscuter. Tout est organisé, les invitations sont envoyées, la presse est prévenue. Tu ne peux pas continuer cette comédie. Marc sent quelque chose se briser en lui. Cette jeune femme qui mangeait son sandwich avec tant de reconnaissance. Cette fille perdue qui cherchait simplement un peu de paix va être forcée à un mariage qu'elle ne veut pas pour des raisons politiques et sociales. « Monsieur le ministre, dit-il d'une voix ferme, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est adulte, elle a le droit de choisir sa propre vie. » François Delacroix le regarde comme s'il venait de voir parler un meuble. « Écoutez, monsieur, Dubois, c'est ça ? Vous ne comprenez visiblement rien aux enjeux qui nous dépassent tous. Ma fille a des responsabilités, des obligations. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et pourquoi pas ? La question sort de la bouche de Marc avant qu'il puisse la retenir. « Parce qu'elle est ma fille !» explose le ministre. « Parce qu'elle porte mon nom, parce que chacun de ses gestes a des répercussions sur ma carrière, sur mon parti, sur l'avenir de ce pays. » Emma recule comme si son père l'avait frappée. « Tu vois ?» dit-elle à Marc, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je ne suis pas une personne, je suis un symbole, une propriété. » Marc regarde cette jeune femme qui sanglote, puis ce père qui ne voit en elle qu'un pion dans ses ambitions politiques. Il pense à sa propre fille, Sarah, qui a 22 ans et étudie l'art à Lyon. Jamais il ne l'obligerait à renoncer à ses rêves pour satisfaire les siens. « Emma, dit-il doucement, vous n'êtes pas obligée de partir maintenant. »« Comment osez-vous » siffle François Delacroix. « Vous n'avez aucun droit de vous mêler de nos affaires familiales. J'ai le droit de protéger quelqu'un qui a demandé mon aide, » répond Marc calmement. Le ministre fait un geste, et ses deux gardes du corps s'avancent légèrement. L'atmosphère se tend immédiatement. D'autres étudiants commencent à remarquer la scène, sortant leur téléphone pour filmer. « Papa, s'il te plaît, » supplie Emma. « Pas ici, pas devant tout le monde ?» François Delacroix réalise soudain où il se trouve et combien sa situation est délicate. S'il force sa fille à partir de manière spectaculaire, les vidéos seront sur les réseaux sociaux dans l'heure. Si la presse découvre qu'elle a fugué pour échapper à un mariage arrangé, le scandale sera énorme. Il fait un effort visible pour se contrôler. « Très bien, Emma, tu as jusqu'à ce soir pour réfléchir, mais demain matin, tu rentres à la maison et nous finalisons les préparatifs. C'est non négociable. » Il se tourne vers Marc et son regard est glacial. « Et vous, monsieur Dubois, j'espère que vous mesurez les conséquences de votre générosité mal placée. Il y a des mondes qui ne se mélangent pas. » Sur ces mots, il fait demi-tour et sort de l'université, suivi de ses gardes du corps. Le hall retrouve progressivement son calme habituel, mais Emma reste immobile, comme assommée. « Emma, » dit Marc doucement. Elle le regarde et il voit dans ses yeux une détresse profonde. « Maintenant, vous savez qui je suis vraiment. La fille du ministre qui ne peut même pas choisir sa propre vie. Qui ment sur son nom pour manger un sandwich en paix. »« Je sais qui vous êtes, » répond Marc. « Vous êtes une jeune femme courageuse qui refuse de se laisser réduire à un nom de famille. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être heureuse. » Emma éclate en sanglots. « Mais que puis-je faire ? Il a raison sur un point. Si j'annule ce mariage, cela fera un scandale énorme. Cela pourrait détruire sa carrière, son parti. Tant de gens comptent sur lui. Et combien de gens comptent sur votre bonheur à vous ? » demande Marc. Cette question simple la fait taire. Elle réfléchit, essuyant ses larmes du revers de la main. « Je ne sais pas, » avoue-t-elle finalement. « Cela fait si longtemps que je n'ai pensé qu'aux attentes des autres. Je ne sais même plus ce que je veux vraiment. » Marc s'assoit à nouveau sur le banc et lui fait signe de le rejoindre. « Alors, c'est par là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que vous aimez ?
Qu'est-ce qui vous rend heureuse quand personne ne vous regarde? Emma s'assoit à côté de lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle esquisse un vrai sourire. J'aime lire, j'aime écrire, j'aimerais devenir journaliste peut-être, découvrir la vérité, raconter des histoires qui comptent. Mais papa dit que c'est un métier trop dangereux, trop exposé pour quelqu'un comme moi. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est exactement pour ça que je devrais le faire. Marc hoche la tête. Alors, vous avez votre réponse. À cet instant, Pierre Moreau, le collègue de Marc qui surveille les caméras de sécurité, sort précipitamment de son bureau. Il a l'air excité et légèrement essoufflé. « Marc, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Le ministre de l'Éducation était là, François Delacroix, et il cherchait sa fille. Tu te rends compte, sa fille étudie ici, et nous ne le savions même pas. » Marc et Emma échangent un regard. Pierre n'a visiblement pas fait le lien entre la jeune femme assise sur le banc et la fille du ministre. « Ah bon ?» dit Marc innocemment. « Oui, et tu sais quoi ? Aux infos de ce midi, ils ont dit qu'elle avait disparu depuis une semaine, qu'elle ne voulait pas se marier. Tu imagines le scandale si ça sort ?» Emma devient livide. « Le scandale sort déjà, » murmure-t-elle. Pierre la regarde alors vraiment pour la première fois, et Marc voit la compréhension s'installer lentement sur son visage. « Oh, oh non, c'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes Emma Delacroix. » Emma hoche la tête misérablement. « Oui, et maintenant tout le monde va le savoir. » En effet, à la télévision de la cafétéria, les premières images du ministre sortant de l'université commencent à tourner en boucle. Le présentateur annonce « François Delacroix retrouve sa fille après une semaine de recherche. Le mariage du siècle aura-t-il lieu comme prévu ?» Emma regarde l'écran avec horreur. « C'est fini, dit-elle. Il n'y a plus d'issue maintenant. » Mais Marc pose une main rassurante sur son épaule. « Il y a toujours une issue, Emma. Il faut juste du courage pour la prendre. » Les derniers mots résonnent dans le hall de l'université, tandis que les caméras de télévision commencent à se masser devant l'entrée principale. La fuite d'Emma Delacroix n'est plus un secret, et le compte à rebours vers une décision définitive vient de commencer.